Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture du roman Le Bachelier de Jules Vallès. Ce roman de Jules Vallès a été publié en feuilleton sous le titre Mémoire d'un révolté de janvier à mai 1879. Il a été publié la même année en volume dans une version modifiée sous le titre de Jacques Vingras de Le Bachelier. Le Bachelier est en fait le second volet de la trilogie de Jacques Vingras. Les deux autres épisodes ont pour titre L'Enfant et L'Insurgé, qui ont déjà été lus il y a peu. Et comme le dit Jules Vallès, ce livre est dédié à ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim. Voilà, je poursuis donc cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et bonne soirée. J'ai les pieds qui pèlent. Je n'ai pas aperçu Torchonnette chez les fruitières. Que devenir? Dans l'une des ruelles que j'ai traversées tout à l'heure, j'ai vu un garni à 6 sous pour la nuit. Faudra-t-il que j'aille là, avec ces filles, au milieu des souteneurs et des filous? Il y avait une odeur de vice et de crime. Il le faudra bien. Et demain? Demain, je serai en état de vagabondage. Encore un verre de vin. C'est 2 sous de moins. Ce sera 1000 francs de courage de plus. Un autre canon de la bouteille, dis-je au marchand d'un air crâne, comme s'il devait me prendre pour un viveur enragé parce que je redoublais au bout d'une halte d'1 heure, comme s'il pouvait me reconnaître seulement. Je donne 10 sous pour payer. Une pièce blanche au lieu du cuivre. Quand on est pauvre, on fait toujours changer ses pièces blanches. 50 centimes, voilà 6 sous. L'homme me rend la monnaie. Je n'ai pris qu'un verre. Vous avez dit un autre? Oui, oui. Je n'ose m'expliquer. Raconter que je faisais allusion au verre d'avant, je ramasse ce qu'on me donne en rougissant et j'entends le marchand de vin qui dit à sa femme « Il voulait me carotter un canon, ce mufle-là. » Je ne puis retrouver ma Toussaint. Si je frappais ailleurs? Est-ce que Royani n'est pas venu faire son droit? Il doit être en première année. Je vais filer vers l'école. Je l'attendrai à la porte des cours. Allons, c'est entendu. Je sais le chemin. C'est celui du grand concours au-dessus de la Sorbonne. M'y voici. Je recommence pour les étudiants ce que j'ai fait pour les fruitières. Je cours après chacun de ceux qui me paraissent ressembler à Royani. Je m'abats sur les vieillards à qui je fais peur, sur des garçons qui tombent en garde. Je m'adresse à des Royani qui n'en sont pas. J'ai l'air hagard, le geste fiévreux. Ce qui me fatigue horriblement, c'est mon paletot d'hiver que j'ai gardé pour la nuit en diligence et que j'ai porté avec moi depuis mon arrivée, comme un escargot qui traîne sa coquille, et une tortue sa carapace. Le laisser aux messageries, c'était l'exposer à être égaré, volé. Puis il y avait un grain de coquetterie. Ma mère a dit souvent que rien ne faisait mieux qu'un pardessus sur le bras d'un homme, que ça complétait une toilette, que les paysans, eux, n'avaient pas de pardessus, ni les ouvriers, ni aucune personne du commun. J'ai jeté mon pardessus sur mon bras avec une négligence de gentilhomme. Ce pardessus était jaune, d'un jaune singulier, avec de gros boutons qui font un vilain effet sur cette étoffe raide. Cet habit a l'air d'avoir la colique. On ne le remarquait pas. Ou du moins, je ne m'en suis pas aperçue, dans la rue des Vieux Augustins ou sur les boulevards, mais ici, il fait sensation. On croit que je veux le vendre. Les jeunes gens se détournent avec horreur, mais les marchands d'habits approchent, ils prennent les basques, tâtent les boutons, comme des médecins qui soignent une variole, et s'en vont. Mais aucun ne m'offre un prix. Ils secouent la tête tristement, comme si ce drap était une peau malade, et que je fusse perdue. Et il pèse, ce par-dessus. Avec mes courses vers l'un, vers l'autre, le grand air et ce poids d'étoffe sur le bras, j'en suis arrivée à l'épuisement, à la fringale, à l'ivrognerie. J'ai déjà mangé un petit pain, bu 2 canons de la bouteille, et j'ai encore soif, et j'ai encore faim. La boulimie s'en mêle. Pas de Matoussin, pas de Royani. Je me suis décidée à entrer dans les amphithéâtres. J'ai produit une émotion profonde, mais n'ai pas aperçu ce que je cherchais. Les salles se vident une à une.
Un à un, les élèves s'éloignent, les professeurs se retirent. On n'a vu que moi dans les escaliers et dans la cour, moi et mon paletot jaune. Le concierge m'a remarqué et, au moment de faire tourner la grosse porte sur ses gonds, il jette sur ma personne un regard de curiosité. Il me semble même lire de la bonté dans ses yeux. Il a dû voir bien des timides et des pauvres depuis qu'il est dans cette loge. Il a entendu parler de plus d'une fin tragique et de plus d'un début douloureux dans les conversations dont son oreille a saisi les débris. Il me renseignerait peut-être. Je n'ose et me détourne en sifflotant comme un homme qui a mené promener son chien ou qui attend sa bonne amie et qui a pris un pardessus jaune parce qu'il aime cette couleur-là. La porte tourne, elle grince. Ses battants se rejoignent, ils se touchent, c'est fini. Elle me montre une face de morte. Je ne sais où est ma Toussaint. Je n'ai pu retrouver Royani. J'irai coucher dans la rue où est le garni à 6 sous. Je montre le poing à cette maison fermée qui ne m'a pas livré le nom d'un ami chez lequel je pourrais quêter un asile et un conseil. Pourquoi n'ai-je pas parlé à ce portier qui me semblait un brave homme, poltron que je suis? Ah, s'il sortait. Il sort. Je l'aborde courageusement, je lui demande « Qu'est-ce que je lui demande donc ?» Je ne sais, j'hésite et je m'embrouille. Il m'encourage et je finis par lui faire savoir que je cherche à nommer Royani et que l'école doit avoir son adresse puisque Royani est étudiant en droit. Allez voir le secrétaire de la faculté, Monsieur Reboul. Il rentre dans l'école avec moi et m'indique l'escalier. Monsieur Reboul m'ouvre lui-même. Un homme blême, lent, l'air triste, la peau, les doigts grises. « Que désirez-vous? Les bureaux sont fermés. Vous avez donc quelqu'un avec vous ?» Il le regarde au coin de la porte. Ce que j'ai planté là, mon paletot jaune qui a l'air d'un homme. Monsieur Reboul a peur et il me repousse dans l'escalier. Le gardien me recueille, je ressaisis mon paletot comme on lève un paralysé et je m'en vais, tandis que Monsieur Reboul se barricade. « Écoutez, me dit le concierge, je vais prendre sur moi et regarder dans les registres en balayant. Faites comme si vous étiez domestique et descendez dans la salle des inscriptions. » Je fais comme si j'étais domestique. Je mets ma coiffure dans un coin et je retrousse mes manches. Ah, si j'avais un gilet rouge au lieu d'un paletot jaune. Nous entrons dans la salle du secrétariat et l'on cherche à l'air. Royani, Benoît, rue de Vaugirard 4. Le concierge s'empresse de fermer le registre et de le remettre en place. Je le remercie. Ce n'est rien, mais filez vite. Monsieur Reboul va peut-être venir et il est capable de crier au secours s'il voit encore votre paletot. Chapitre 3. Hôtel Lisbonne. 4 rue de Vaugirard. Hôtel Lisbonne, c'est au coin de la rue Monsieur le Prince. Je demande Monsieur Royani. Il n'y est pas. Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous êtes de Nantes peut-être? La concierge, qui est une gaillarde, me questionne brusquement et d'affilée. Je ne suis pas de Nantes, mais j'ai été au collège avec lui. Ah, vous avez été à Nantes? Vous connaissez Monsieur Matoussin? Monsieur Matoussin? Oui. Je lui conte mon histoire. C'est justement après Monsieur Matoussin que je cours depuis 5 heures du matin. En voilà un qui est drôle, hein. Il demeure en haut, à côté de Monsieur Royani, qui répond pour lui, vous sentez bien. Matoussin n'a pas le sou, c'est un pané, ça écrit. Les concierges m'ont l'air tous du même avis sur les écrivains. Et Monsieur Matoussin est chez lui? Non. Mais il ne ratera pas l'heure du dîner. Allez, vous le verrez rentrer avec sa canne de tambour-major et son chapeau de jardinier quand on sonnera la soupe. Je vois en effet, au bout d'un instant, par la cage de l'escalier, monter un grand chapeau sous lequel on ne distingue personne. Les ailes se balancent comme celles d'un grand oiseau qui emporte un mouton dans les airs. C'est toi, Matoussin? Vintra. Nous nous sommes jetés dans les bras l'un de l'autre et nous nous tenons enlacés. Nous sommes enlacés. Je n'ose pas lâcher le premier, de peur de paraître trop peu ému, et j'attends qu'il commence. Nous sommes comme 2 lutteurs qui se tâtent, lutte de sensibilité dans laquelle Matoussin l'emporte sur Vintra. Matoussin connaît mieux que moi les traditions et sait combien de temps doivent durer les accolades, quand il faut se relever, quand il faut se reprendre. Il y a longtemps que je crois avoir été assez émue et Matoussin me tient encore très serré. À la fin, il me rend ma liberté.
Nous nous repeignons et il me demande en 2 mots mon histoire. Je lui conte mes courses, après Torchonnette. Il n'y a plus de Torchonnette. Celle que j'aime maintenant se nomme Angelina. Je vais t'introduire, suis-moi. Et il m'emmène devant mademoiselle Angelina. Je te présente un frère, un second frère, Vintra, dont je t'ai parlé souvent, et qui vient rompre avec nous le pain de la gaieté. Se tournant vers moi, tu viens pour ça, n'est-ce pas ? Notre avenir doit éclore au soleil de nos 20 ans. Aimons et chantons encore, la jeunesse n'a qu'un temps. Tout ce refrain, les autres, aimons et chantons encore, la jeunesse n'a qu'un temps. Angelina est une grande maigre, pâle, au nez pointu mais aux lèvres fines. Ah, tu sais, dit-elle, après être allée au refrain, le boulanger est venu, et il a dit qu'il ne monterait plus de Joko si on ne lui payait pas la dernière note. Et Royani, il est sorti pour voir si on voudrait lui prendre un pantalon au clou de la contrescarpe. On n'en a pas voulu au Condé. Matoussin, qui vient d'accrocher son chapeau immense à une patère dans le mur, comme un grec accroche son bouclier, Matoussin se gratte le front. Tu vois, frère, la misère nous poursuit. Frère ? Ah, c'est moi. Je n'y pensais plus. Je n'ai jamais eu de frère et je ne puis pas me faire à cette tendre appellation du premier coup. Mais dis donc, faut-il en changeant de ton... Pardon. Mais dis donc, fait-il en changeant de ton, tu débarques ? Tu dois avoir de l'argent ? Les arrivants ont toujours le sac. Je dépose mon bilan. Angelina me regarde d'un air de mépris. Et ça, dit Matoussin en se précipitant sur ce qui me suit et qu'on a pris tour à tour. Depuis ce matin, pour un malade et pour un voleur, ça peut se mettre au clou. Angelina hausse les épaules jusqu'au plafond. On peut le vendre, toujours. Veux-tu le vendre ? Tiens-tu à cette jaunisse ? Non. C'est un nom hypocrite. Pauvre vieux Palto. Il est bien laid et il m'a valu aujourd'hui bien des humiliations, mais j'étais habituée à lui comme à un meuble de notre maison. Il m'a tenu trop chaud, il était trop lourd sur mon bras toute cet après-midi, mais la nuit, il m'a empêché de grelotter. J'aurai encore des nuits froides dans la vie. Les hivers qui viendront, il pourrait me servir de couverture si mon lit n'en a qu'une. Puis il a été sur le dos de mon père, le professeur, avant de m'être abandonné. Les élèves en ont ri, mais c'était une gaieté d'enfant. Ce n'était pas la brutalité d'une vente au rabais, ni la mise à l'encens d'une vieille chose qui, toute ridicule qu'elle fût, avait son odeur de relique. Cela n'a duré qu'un instant. C'est bien mauvais signe si j'ai de ces sensibilités-là à l'entrée de la carrière. Psst, psst, marchand d'habits. Le marchand d'habits est monté et nous a donné 40 sous de la relique. Ces 40 sous ajoutés aux 8 sous qui me restent apportent la gaieté dans la mansarde. Du pain, 1 litre et des côtelettes à la sauce. Il y a tout cela dans nos 48 sous. C'est moi qui irai commander. Je dirais des côtelettes avec beaucoup de cornichons. Et quand le garçon viendra avec la boîte en fer blanc, je lui donnerai 2 sous de pourboire. Je lui donnerai même 3 sous au lieu de 2. J'ai le droit de faire des folies au péril de mon avenir. Nous avons bien dîné, ma foi. On a tiré au sort à qui aurait la dernière rondelle de cornichons. On a trouvé encore de quoi acheter un gros pain, de quoi prendre son café. Et l'on a braillé, ri et chanté, jusqu'à ce qu'Angelina ait dit qu'il était temps de chercher où me coller pour la nuit. La concierge à qui l'on a parlé de l'affaire Truchet me logerait bien s'il y avait de la place et me ferait crédit d'une demi-semaine. Mais tout est pris. Elle se rappelle heureusement que les Riffaut lui ont parlé d'un cabinet qui est libre. Les Riffaut tiennent un hôtel rue Dauphine, 6, près du Café Conti. Elle écrit avec son orthographe de portière un mot pour les Riffaut qu'elle connaît et qui ont été concierges comme elle avant de s'établir. Avec ce mot, gras comme les doigts du charcutier qui a vendu les côtelettes, je vais en compagnie de Matoussin rue Dauphine. Et quoi qu'il soit minuit, on m'ouvre et l'on me conduit au cabinet libre. J'y arrive par une espèce d'échelle à marche pourrie qui a pour rampe une corde moisie et graisseuse. Au sommet, entre 4 cloisons, une chaise dépaillée, une table cagneuse, un lit tout bas, en bois rouge, recouvert d'une couverture de laine poudreuse. Poudreuse comme quand la laine était sur le dos du mouton.
L'air ébranle la fenêtre disjointe et passe par un carreau brisé. Matoussin lui-même semble effrayé. Il a failli se casser les reins en descendant l'échelle. Tu es tombé? Non. Mais je sais que Matoussin n'aime pas à avouer qu'il est tombé. Et il riait toujours, bien jaune, quand il lui arrivait de prendre un billet de parterre au collège. Il disait que c'était exprès. Je suis chez moi. Ce cabinet est misérable. Mais je n'ouvrirai cette porte qu'à qui il me plaira. Je la fermerai au nez de qui je voudrais. J'écraserai dans la charnière les doigts de ceux qui refuseraient de filer. Je ferai rouler au bas de cette échelle le premier qui m'insulterait. Dussé-je rouler avec lui, si je ne suis pas le plus fort, ce qui est possible, mais on dégringolerait tous les deux. Je suis chez moi. Je rôde là-dedans comme un ours en frottant les murs. Je suis chez moi. Je le crierai. Je suis forcée de mettre ma main sur ma bouche pour arrêter ce hurlement d'animal. Il y a 2 heures que je savoure cette émotion. Je finis par m'étendre sur mon lit maigre. Et par les carreaux fêlés, je regarde le ciel. Je l'emplis de mes rêves, j'y loge mes espoirs. Je le raye de mes craintes. Il me semble que mon cœur, comme un oiseau, plane et bat dans l'espace. Puis c'est le sommeil qui vient, le songe qui flotte dans mon cerveau dévadé. À la fin, mes yeux se ferment et je m'endors tout habillée, comme s'endort le soldat en campagne. Le matin, au réveil, ma joie a été aussi grande que la veille. Il venait justement un soleil tout clair d'un ciel tout bleu, et des bandes d'or rayaient ma couverture terne. Dans la maison, une femme chantait, des oiseaux piaillaient à ma fenêtre. On m'a fait cadeau d'une fleur. C'est la petite Riffaut à qui l'on avait donné plein son tablier d'œillets rouges et qui, voyant ma porte ouverte, m'a crié du bas de l'échelle « Veux-tu un œillet, monsieur ?» Je l'ai mis dans un gros verre qui traînait sur la table boiteuse. C'eût été une fiole de mousseline, une coupe de cristal, que j'aurais été moins heureux. Dans le fond de ce verre, je relisais les pages de ma vie de campagne et j'entendais vibrer des refrains d'auberge. On avait de ces gros verres-là, dans les cabarets de la Haute-Loire. Quand je quitte la maison Riffaut, lorsque je sors de mon hôtel, de chez moi, je trouve la rue bourrée, pleine de monde et pleine de vie. Je regarde l'heure dans une boutique, 2 heures. Je me suis réveillée à 8. J'ai entendu l'horloge, mais depuis lors, le bruit des horloges a été couvert par le bourdonnement de mes pensées et de mes rêves. J'arrive chez Matoussin. On me croyait mort ou reparti. On ne savait que penser. Qu'as-tu fait tout ce temps-là? Et tu n'as pas faim? Non. Et c'est vrai, je n'ai pas faim. Une fièvre de liberté nouvelle m'a nourrie et soutenue. Je consens pourtant à rompre le pain béni de la gaieté. Si pain il y a. Il n'y a que la gaieté. Et l'appétit. Mais Truchet est peut-être revenu. Allons voir Truchet, comme Mercadet dit « Allons voir Godot ». Truchet est peut-être revenu. Il a peut-être retrouvé le postillon. Il y a peut-être 40 francs qui attendent aux messageries. 40 francs et ici nous n'avons pas de pain. On reste pourtant jusqu'au soir dans le quartier parce qu'il y a quelqu'un qui doit apporter 5 francs. On atteint la nuit en l'attendant. On est allé voir si Truchet était de retour. Dans 3 jours. Comment on a fait pour manger ces 3 jours-ci? Je ne sais pas. Mais on a mangé seulement. Il a fallu du temps pour trouver. C'est un travail comme un autre de recueillir son dîner dans la bohème et qui finit par être payé comme tout travail. Mais on ne peut faire autre chose et l'estomac ne passe à la caisse qu'à des heures irrégulières. La vie de nous tous se passe à cela. Et il a fallu courir, engager, emprunter. Ce n'est pas assez pour moi. Et déjà, je souffre de ce tapage en l'air, de ces courses pour des saucissons, de ces haltes devant les bocaux de prunes. Je souffre de plus encore. Et je n'ose leur dire, il me semble qu'on ressemble un peu à des mendiants sur notre carré. Enfin, j'ai touché mon argent. Monsieur Truchet est revenu. J'ai gardé 6 francs pour les Riffaut. Mon chez-moi me coûte 6 francs. Il faut ce qu'il faut. J'ai donné le reste à Angelina pour la pot-bouille. Dès le premier jour, on a détourné de la caisse à pot-bouille. 6 autres francs pour aller au théâtre. Après un bon dîner, on est descendu sur la porte Saint-Martin, où se joue la pièce qu'on veut voir, La Misère, par monsieur Ferdinand Duguay.
On boit en route et Matoussin est très lancé. Le rideau se lève. Le héros, c'est l'acteur Munier, arrive avec un pistolet sur la scène. Il hésite. Faut-il vivre honnête ou assassiner? Sera-ce la vie bourgeoise ou l'échafaud? Matoussin crie « L'échafaud, l'échafaud !» Les 40 francs y ont passé. On s'est bien amusé pendant 10 jours et je n'ai pas songé une minute au moment où l'on n'aurait plus le sou. Ce moment est arrivé. Il ne reste pas 50 centimes à partager entre l'hôtel Lisbonne et l'hôtel Ruffo. Je viens de remonter mon échelle, de fermer ma porte. Je n'ai mangé que du bout des dents à dîner. Il y avait trop peu, mais j'ai acheté un quignon de pain bis pour le croquer dans mon taudis. Il n'est qu'8 heures. La soirée sera longue dans ce trou, mais j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'entendre ce que je pense, au lieu de brailler et d'écouter brailler, comme je fais depuis 8 jours. Je vis pour les autres depuis que je suis là. Il ne me reste le soir qu'un murmure dans les oreilles, et la langue me fait mal à force d'avoir parlé. Elle me brûle et me pèle à force d'avoir fumé. Ce verre d'eau, tiré de ma carafe, trouble, me plaît plus que le café noir de l'hôtel Lisbonne. Mes idées sont fraîches. Je vois clair devant moi. Oh, très clair. C'est la misère demain. Matoussin assure que ce n'est rien. Est-ce que Chenard, Rodolphe, Marcel n'en ont pas de la misère et est-ce qu'ils ne s'amusent pas comme des fous en ayant des maîtresses, en faisant des vers, en dînant sur l'herbe, en se moquant des bourgeois? Je n'ai pas encore dîné sur l'herbe. Je n'ai presque pas dîné, même, pour bien dire. Pauvre mère Vintra. Elle m'a prédit que je regretterais son pot-au-feu. Peut-être bien. Je lui ai écrit pour lui annoncer mon installation à l'hôtel Ruffo, dans une chambre très propre. J'avais ajouté que j'avais fait connaissance de gens qui pourraient m'être très utiles. Je veux parler de Matoussin, d'Angelina, de Royani. Ils m'ont été utiles, en effet, pour le paletot jaune, et ils peuvent me donner l'adresse de tous les monts-de-piété du quartier. Ma mère m'a répondu. Il tombe de sa lettre un papier rouge. Bon pour 40 francs, écrit en travers. C'est un mandat de poste. Un mot joint au mandat. Ton père t'enverra 40 francs tous les mois. 40 francs tous les mois. Je n'y comptais pas, je croyais que les 40 francs du père Truchet étaient 40 francs une fois pour toutes. 40 francs. On peut payer son loyer, acheter bien du pain et des côtelettes à la sauce, et même aller voir la misère à la porte de Saint-Martin avec 40 francs par mois. J'ai eu de l'émotion en présentant mon mandat rouge à la poste. J'avais peur qu'on me prit pour un faussaire. Non, j'ai reçu 8 belles pièces de 5 francs. Je les ai emportées dans mon grenier et toute la journée j'ai fait des comptes. J'ai même établi un bilan. Revoyons cela. Tabac, 3 sous à fumer par jour. Journaux, Le Peuple, de Proudhon, tous les matins. Cabinet de lecture, si je rayais cet article, ce ne serait pas seulement 3 francs, ce serait 4 francs 50 que j'économiserais, puisque je compte 30 sous de chandelle pour pouvoir lire, en rentrant chez moi, les ouvrages de location. Mais non, c'est là le plus clair de ma joie, le plus beau de ma liberté, sauter sur les volumes défendus au collège, romans d'amour, poésie du peuple, histoire de la Révolution. Je préférerais ne boire que de l'eau et m'abonner chez Bardebord ou chez Bloss. Blanchissage. Mon blanchissage de gros ne me coûtera rien. Tous les 10 jours, je confierai mon linge au conducteur de la diligence de Nantes, qui se charge de le remettre sale à ma mère et de le rapporter propre à son fils. Mais je consacre 1 franc à mes faux cols. Je voudrais qu'ils ne me fissent qu'une fois. Mes parents voudraient 20 sous pour le fin, ce n'est pas trop. Entretien. Je puis me raccommoder avec 1 sou de fil et 1 sou d'aiguille. Chambre, c'est 6 francs. Nourriture, 21 francs. C'est assez. Il me reste 1 franc 20 pour dépenses imprévues. Il faut toujours laisser quelque chose pour les dépenses imprévues. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'étouffe de joie. J'ai besoin de boire de l'air et de fixer Paris. Je tends le cou vers ma croisée. Je la croyais ouverte, elle était fermée. Et je casse un carreau. Comme j'ai bien fait d'ouvrir un compte sur le casuel. Je suis allée changer mes pièces de 100 sous pour faire des petits tas, sur lesquels je pose une étiquette.
Tabac, savon de Marseille, entretien, il faut de l'ordre, pas de virement. J'ai filé chez Bar de Bord, passage du Pont-Neuf. C'est lui qui a le plus de pièces et de romans. Je veux un abonnement. C'est 3 francs, les voilà, et 100 sous pour le dépôt. Malheureux, je n'avais pas songé au dépôt. J'ai dû balbutier, me retirer. Faut-il remonter chez moi et prendre sur les autres tas? J'entrerai là dans une voie trop périlleuse. Mieux vaut attendre et tâcher d'amasser pour ce petit cautionnement. Ces 100 sous me firent bien faute. Je dus vivre sur mon propre fonds, pendant que les autres qui avaient 100 sous de dépôt avaient à leur disposition tous les bons livres. Il est vrai que j'eus 3 francs de plus à consacrer à ma nourriture ou à mes plaisirs. J'économisais aussi sur la chandelle, mais je ne pénétrais dans la littérature contemporaine que tard, faute de ce premier capital. Et c'est la fin de ce chapitre et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.